Madame, monsieur, bienvenue à ces rendez-vous biblio. Mon nom est Robert Simard, je suis historien, spécialisé dans l'histoire d'Argenteuil. Aujourd'hui, on va parler de la chute. Mais on va partir en quête des premiers arrivants. Alors, avant d'embarquer dans le vif du sujet, il faut comprendre que la chute faisait à l'époque partie d'une seigneurie. Cette seigneurie-là s'appelait la seigneurie d'Argenteuil. Seigneurie d'Argenteuil qui a été fondée, concédée en 1680 à Charles d'Aillebout des Mussauts. Charles d'Aillebout des Mussauts et sa famille ont gardé la seigneurie entre leurs mains pendant une centaine d'années. C'est relayé, son fils Pierre. Ensuite de ça, Pierre est décédé. Pierre d'Argenteuil, qu'on appelait, est décédé, a été remplacé par sa femme, Marie-Louise Denis. Et de Marie-Louise Denis à ses enfants, on est avancé dans le temps, jusqu'en 1780. Une chose particulière que vous allez vous rendre compte, à ces temps-là, lorsque la seigneurie était concédée, elle était assise sur la rivière des Outaouais. La rivière des Outaouais, c'était un carrefour, une autoroute vraiment importante pour le transport des personnes, l'exploration vers l'ouest. Vous savez que Champlain l'avait transité afin de trouver le fameux passage vers la Chine, qu'on disait. Pendant le 17e siècle, il y a eu des guerres, des batailles, la fameuse bataille du Lonceau, et par la suite, on a établi des relations de commerce avec les Amérindiens, ce qui a permis à un moment donné l'ouverture de l'établissement colonial du côté de la rivière des Outaouais. À un moment donné, Frontenac avait concédé la seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes aux Sulpiciens, les Sulpiciens de Montréal. Et là, s'est engagé une espèce de bataille entre Marie-Louise Denis et les Sulpiciens. Ça a duré de 1722 à peu près jusqu'à 1732. Donc, un long temps où il n'y a pas eu pratiquement personne d'établi dans la seigneurie d'Argenteuil. Par contre, Marie-Louise Denis, après la levée d'interdiction d'établissement à l'ouest de Montréal, a décidé de développer un peu sa seigneurie puis de l'établir en y amenant des colons. Alors, les premiers colons se sont installés du côté de l'isthme de la rivière du Nord et de la rivière des Outaouais. C'est pour vous situer, c'est le golfe de Saint-André, mais de l'autre côté, la terrasse Robillard. C'est là que se sont établis les premiers habitants dans la seigneurie d'Argenteuil. En 1725, ils étaient 4. Alors, le siècle avance, les d'Aillebout tentent de coloniser la seigneurie, ça lève pas trop, ils ne sont pas capables de construire des moulins. Alors, ils décident de vendre la seigneurie en 1780 à Pierre-Louis Panet, qui était un notaire de Montréal. Panet établit la seigneurie, fait construire un moulin, du moins du côté de Saint-André au Premier Rapide. Ça lève pas trop, sa colonie lève pas trop. Ce sont des Canadiens français qui viennent s'établir là, mais quand tu n'as pas de moulin pour soit couper le bois, soit moudre le grain, tu es obligé d'aller ailleurs. Fait, pour ces premiers arrivants-là, Canadiens français, ils devaient transiter par la rivière du Nord, puis remonter à la rivière des Outaouais, puis traverser l'autre côté, soit à Rigaud, soit à Vaudreuil, pour aller faire moudre le grain. Ça devenait hyper compliqué pour eux autres. Souvent, ils perdaient leur récolte. Alors, la colonie n'a pas levé. À un moment donné, Panet a vendu sa seigneurie à Patrick Murray en 1793. Et là, Patrick Murray, de son côté, a décidé d'ouvrir les vannes de la colonisation et c'est lui qui a vraiment établi tout le territoire en partant de Saint-André par la rivière du Nord jusqu'au Premier Rapide. Les Premiers Rapides, c'est à peu près derrière l'église de Saint-André. Par la suite, les gens sont montés dans le territoire, mais pas par la rivière, parce que la rivière n'était pas navigable. Il y avait des rapides à l'île aux Chats. La rivière sortait du territoire de la seigneurie d'Argenteuil pour aller dans le canton de Chatham. C'était pas le chemin qu'on devait prendre. Le dénivelé, de toute façon, entre la chute et Saint-André était de 125 pieds. Ça commençait à faire pas mal de ramages puis de portage à faire le long de la rivière avec des escarpements de 40-45 pieds. Difficile pour le transport. Donc, les gens ont décidé de passer par les sentiers des Amérindiens. Parce qu'évidemment, il y avait des Amérindiens, Algonquins, Iroquois qui ont vécu sur notre territoire. Et là, ils sont montés jusqu'en haut de la Grosse Chute. En haut de la Grosse Chute, vous me direz, qu'est-ce que c'est ça, en haut de la Grosse Chute? La Grosse Chute. La Grosse Chute, située
juste sur le bord de la taverne du pont. Là, il y a un pont qui traverse l'autre côté, là, ils appellent ça le pont Fiche, là, puis ensuite de ça, on a l'usine Cascade aujourd'hui qui est là, puis on voit encore de nos jours là, cette espèce de chute-là qui descend. Bon, il y a des barrages, il y a le barrage de Cascade, il y a le barrage de Ayers qui est là. C'était là la grosse chute, une chute d'à peu près 25 pieds. Fait que vous pouvez imaginer qu'il y avait un débit d'eau quand même assez incroyable. Donc, les gens sont venus s'installer en haut de la grosse chute qui, par la suite, est devenu le village de la chute. Patrick Murray concède beaucoup de territoire à ses premiers arrivants. Mais à un moment donné, il y a un problème de liquidité, il perd la seigneurie, il la vend à son fils la perd, et c'est finalement le seigneur Sir John Johnson qui a acheté la seigneurie en 1808. Alors Johnson, lui, poursuit la colonisation, poursuit le développement. Il y avait déjà un moulin à papier d'établi à Saint-André, on avait des moulins à farine et des moulins à scie ici en haut à la Grosse Chute, du côté de Saint-André, du côté de la Petite Rivière-Rouge. Alors Johnson, lui, stabilise là, vraiment là, l'établissement, puis on est évidemment dans une seigneurie, donc on parle ici d'un système qui est régi par la tenure seigneuriale. Ça veut dire que les gens qui reçoivent une terre ne sont pas propriétaires de la terre. C'est aussi simple que ça. Ils sont des locataires. En n'étant pas propriétaire, bon, tu dois payer des censes, des rentes au seigneur. Ensuite de ça, quand tu concèdes ta part de la terre à quelqu'un d'autre, ben là, tu as des lots et des ventes que tu dois remettre au seigneur. C'est comme une espèce de taxe de bienvenue puis taxe de vente de l'époque. Hein? Tout était à l'avantage du seigneur. Alors, Johnson, lui, stabilise cette force seigneuriale-là ici dans Argenteuil et contribue énormément au développement de tout le secteur en haut de la Grosse Chute. Évidemment, quand on regarde la seigneurie en 1824, on voit un peu le parcellaire. Vous allez remarquer là, sur la carte que je présente à l'écran que le parcellaire est établi toujours en fonction des rivières ou des points d'eau navigables. Dans ce cas-ci, on se rend compte que quand on part de l'île de Carillon puis qu'on s'en va vers l'intérieur des terres jusqu'au premier rapide, on voit les rangs bien étalés. Dans la seigneurie, un rang a normalement 30 arpents de profond et les lots font à peu près 90 arpents là, de superficie, ce qui veut dire 3 arpents de front sur la rivière, 30 arpents de profond. Donc, c'est des terres qui sont quand même assez grandes. Mettons, un concessionnaire pourrait se retrouver des fois avec 2 lots. Hein? Donc, ça lui donne un 6 arpents par 30. C'est quand même 180 arpents de terre à exploiter. Ça te fait un beau grand terrain. Alors, les gens s'établissent du côté de l'est de la rivière du Nord à Saint-André. Ensuite de ça, à partir du pied du Lonceau, donc de Carillon vers la baie de Carillon, monte vers la chute. Et là, on voit tranquillement le parcellaire s'effriter et devenir des immenses morceaux de territoire. Il y a une raison pour ça. Cette raison-là, c'est pas juste parce que la rivière n'était pas navigable. Au contraire. Cette colonisation-là, on y reviendra à ça tantôt. La colonisation du territoire, elle s'effectue en 4 vagues. 4 vagues qui sont pratiquement successives. Bon, évidemment, on a la première qui est canadienne-française. Principalement des gens qui nous viennent, je dirais, des seigneuries avoisinantes, là, des vieilles seigneuries. On parle du côté de Vaudreuil, on parle du côté de Terrebonne, on parle de Laval, même un petit peu de la Rive-Sud. Ils s'en viennent ici tranquillement pour établir ces terres-là, qui étaient vraiment le monde sauvage à l'époque. Ils arrivent ici, puis c'est des arbres vraiment extraordinairement gros. Du pin, du bois franc. Vous savez qu'à ce moment-là, le bois franc appartenait au roi, donc tu n'avais pas le droit de t'en servir pour construire ta maison. Le pin servait à construire les maisons. Fait que c'était la vie sauvage qui était ici. En plus de ça, on avait des animaux sauvages sur le territoire. Là. Il y avait des prédateurs, des grands prédateurs. Là. On parle des ours, évidemment, on parle des loups et on parle aussi du lynx. Hein. Le lynx dans Argenteuil était très présent. Il faut savoir aussi que nos rivières regorgeaient de poissons. Et là, je vais vous en poser une bonne. Dans les poissons qu'on retrouvait ici dans la rivière du Nord, il y avait du saumon. Eh oui, les premiers arrivants pêchaient le saumon dans la rivière du Nord et le saumon se pêchait jusqu'en bas de la Grosse Chute, ici à la chute.
C'est assez incroyable quand on y pense. En deuxième temps, à partir de l'époque Murray, on a vu arriver des Américains qui sont venus ici, des gens qui nous venaient de la Nouvelle-Angleterre, du Connecticut, du Vermont, du Massachusetts. Ces gens-là ont marché, puis ils sont venus jusqu'ici dans Argenteuil à partir de 1793-95 et ils se sont établis ici. Mais avec ces gens-là, il y avait une curiosité assez spéciale. Certains étaient loyalistes, ce qu'on appelait loyalistes, c'est-à-dire qu'ils étaient fidèles à la couronne britannique, mais la majorité des gens qui sont venus s'installer ici étaient des révolutionnaires américains. Donc, ils avaient participé à la guerre d'indépendance des États-Unis en 1776 et qui, là, aujourd'hui, par la force des choses, le destin, ou encore parce qu'ils n'étaient pas capables de vivre selon leur façon de vivre du côté des États-Unis, sont venus s'établir ici, dans Argenteuil. Troisième phase, on a vu arriver des Écossais et des Irlandais à partir de 1808-1810, dont un personnage très célèbre ici pour notre ville à la Chute, Thomas Barron. On a la rue Barron ici à la Chute. C'est pas Baron, là, c'est Barron. Et le parc Barron, c'est la même chose, qui était un Écossais. Alors, les Écossais, eux, ils étaient des Highlanders. C'est quand même assez curieux que les gens des montagnes en Écosse se sont établis dans les terres basses, ici, dans Argenteuil. Alors que les Lowlanders se sont établis plus dans les terres hautes du côté de Grenville, en montant par le chemin des Écossais vers Harrington. On a eu des Irlandais aussi, puis parmi les Irlandais, évidemment, on avait des Irlandais catholiques, mais on avait des Irlandais protestants aussi. De là, l'idée qu'on avait une loge orangiste ici à la Chute. Et ces Irlandais-là ont colonisé non seulement le territoire de la Chute, mais ils sont montés vers le nord, du côté de Gore, du côté de Wentworth. Et finalement, en quatrième phase, sont revenus des Canadiens français, principalement avec la proto-industrialisation, le développement des petites manufactures et par la suite, évidemment, avec tout le développement de l'industrie ici à la Chute ou encore avec l'arrivée du chemin de fer, les Canadiens français sont arrivés ici. Donc, nous autres, le 19e siècle, dans la seigneurie d'Argenteuil, c'est un 19e siècle qui était anglophone, je vous dirais majoritairement anglophone. Puis on a connu le transfert de majorité un peu de la même manière que ça s'est passé dans les cantons de l'Est, c'est-à-dire autour de 1900-1920, là, dans ces années-là, un transfert de majorité entre la population francophone qui est devenue majoritaire sur cette population anglophone qui était majoritaire au 19e siècle. Quand on regarde au niveau du lotissement, la manière dont ça s'est développé du côté de Saint-André, on voit les époques. Sur le bord de la rivière, on est plus dans l'époque ancienne, ça veut dire 1780-1793. Puis tout autour du village, puis en montant tranquillement vers la Chute par le coteau des Aides, la petite rivière Rouge, on est à l'époque Murray. Patrick Murray avait vraiment décidé d'ouvrir les vannes de la colonisation de son territoire. Lui, c'était le moteur de développement là, de la seigneurie d'Argenteuil. Quand on regarde du côté de la Chute, en 1800, on voit qu'il n'y avait pas énormément de terres concédées. Si on regarde la carte, on se rend compte que les terres qui sont... Je vous dirais, là, la seigneurie d'Argenteuil termine avec la rue Amford. Ceux qui vivent à la Chute vont reconnaître la manière dont la rue Amford traverse la rue principale. C'était l'angle de la seigneurie. De l'autre côté, du côté est, la frontière est, c'était le camp Bourbonnière. Quand on arrivait le côté nord, la frontière nord, on parle du lac Sir John. Okay? Donc ça, c'est à peu près le territoire. Donc c'est un territoire qui s'en va en angle, qui poursuit. Alors les premières terres sont concédées sur le bord de la rivière ouest, le bord de la rivière nord, la rivière du Nord, là, au confluent de ces deux rivières-là. Pourquoi qu'on a concédé ces terres-là en premier? Bon, évidemment, parce qu'il y avait la possibilité de construire des moulins et les gens qui ont reçu ces terres-là étaient des constructeurs de moulins. Et ensuite de ça, les gens se sont établis pas sur le côté sud de la rivière, donc pas du côté où on se retrouve dans la bibliothèque présentement, mais de l'autre côté, donc juste au pied du massif montagneux là, qu'on appelle le bouclier laurentien. C'est quand même assez curieux que les gens ont été établis. On pense des fois qu'on aurait plus l'impression que les gens se sont établis au sud de la rue principale, mais ça n'a pas été le cas. Les gens se sont établis vraiment au nord de la rivière du Nord, donc protégés par le massif montagneux, parce que le massif montagneux faisait office là, de créer une espèce de microclimat pour les cultures. Et évidemment, en ayant un soleil qui transite de l'est par le sud en terminant vers l'ouest,
ben, ce que ça fait, c'est que ça fait un maximum d'ensoleillement sur les terres. Ces terres-là sont protégées du vent. Ils ont une humidité qui remonte de la rivière, protégées des vents du nord. Ça fait un espace de culture qui était vraiment plus propice à l'établissement colonial. C'est aussi simple que ça. Et quand on regarde aujourd'hui le développement de la chute, on le sait que tout se passe au sud de la rivière et non au nord de la rivière. Mais à l'époque, ces Américains, là, avaient choisi de s'établir au nord. Quand on pense à la concession des terres, on se rend compte, là, en faisant des études, écoutez, moi, j'ai épluché là, les greffes de notaires de cette période-là, le 1781 à 1810, et Patrick Murray a été vraiment celui qui a ouvert les voies de la colonisation là, dans Argenteuil. Évidemment en développant le village de St. Andrews, qui est Saint-André d'Argenteuil aujourd'hui, mais surtout en poussant cette colonisation-là vers le nord, c'est-à-dire en passant par le coteau des Êtres, les deux coteaux, le petit coteau, le grand coteau, et ensuite de ça, la rue Béthanie, l'avenue Béthanie qu'on connaît aujourd'hui, jusqu'au pied du bouclier laurentien, donc dans le secteur en haut de la Grosse Chute. Et Patrick Murray a concédé pratiquement 60 % là, des terres à ce moment-là. Quand on regarde la population, c'est la même chose. On voit un accroissement de population quand même assez considérable là, pour les chiffres. 18e siècle, personne. Au 19e siècle, on finit le 19e siècle avec 200 habitants. Et là, quand on arrive au 19e siècle, au début du 19e siècle, on atteint les 2000 et ensuite de ça, ça double par 1851. Alors, c'est à ce moment-là que le secteur de la chute s'est vraiment développé. C'est-à-dire qu'on a permis la colonisation, on a permis l'établissement des terres, on a permis la construction des moulins. Le seigneur faisait office comme générateur économique de cette petite communauté-là. Mais cette petite communauté-là avait quelque chose de vraiment particulier. Non seulement c'était particulier de par sa provenance, c'est-à-dire d'où il venait, mais c'était particulier aussi de par la manière dont ils se sont installés sur ce territoire-là. Qu'est-ce qui sous-tendait tout ça? C'est un acte de vente. Un des premiers actes de vente que le seigneur Patrick Murray a fait à ce moment-là, en 1796. En partant en quête de ces premiers arrivants, on se rend compte d'une chose. Tout ce qui sous-tend l'établissement des colons ici à la Chute est régi par un acte de vente. Un acte de vente qui est assez particulier. Pour la première fois, dans le secteur des seigneuries du côté des Basses-Laurentides, on a un seigneur anglophone, Patrick Murray, qui achète la seigneurie en 1793. Lui décide de s'associer avec une espèce de promoteur immobilier, si on pourrait l'appeler comme ça, un grand concessionnaire, fils de propriétaire terrien, qui vient de la même place que lui. Hein? Ils se sont rencontrés au Vermont, dans le comté de Chittenden, au Vermont, à Jericho. Et là, il l'a comme convaincu d'amener une gang de chums s'établir sur ses terres dans sa seigneurie. Puis pour ce faire, il y a eu un argument assez convaincant, c'est-à-dire qu'il a joué avec les règles du régime seigneurial en concédant un immense lot à Jedediah Lane Jr., qui lui venait de Jericho au Vermont. Jedediah était fils d'un grand propriétaire terrien du Vermont. Ces gens-là, ils avaient de l'argent. Patrick Murray, afin de convaincre Lane de venir s'installer dans la seigneurie d'Argenteuil, a décidé de trafiquer les règles du régime seigneurial en enlevant certains des devoirs puis certaines conditions que les censitaires, parce que le censitaire, c'était celui qui était locateur de la terre, avaient à rendre aux seigneurs. Il n'y avait plus de cens à payer, plus de rente à payer, plus de lot et de vente. Ça veut dire que la taxe de bienvenue puis la taxe de vente, il n'y avait pas à les payer. En concédant une immense partie de territoire, là, on parle de 6 000 acres superficiels, 6 000 acres carrés de superficiel. Ça veut dire que c'est tout le territoire qui commence de l'autoroute 50 jusqu'au lac Sir John dans le nord, OK? Qui commence à l'est, à l'ouest par la rue Hamford, jusque l'autre côté du camp Bourbonnière à Mirabel. C'est tout cet immense territoire-là qui est vendu à Jedediah Lane Jr. pour 1500 piastres espagnols.
1500 piastres espagnols à ce moment-là, ça vaudrait à peu près aujourd'hui, je vous dirais, 15 000 $. C'est pas beaucoup d'argent pour un si grand lot. Alors, Lane connaissait du monde de chez eux, au Vermont. Des gens qui étaient un peu insatisfaits de la manière dont ça se passait depuis l'indépendance américaine. Des gens qui voulaient pratiquer leur culte religieux parce qu'ils étaient quasiment tous des méthodistes. Hein? Ils pratiquaient le culte de la manière wesleyenne, ça veut dire que le culte, la manière dont tu parlais au Seigneur, c'était quelque chose de personnel. Tu n'étais pas encadré dans dans la formule église, prêtre. Le prêtre est c'est le prédicateur. Non, tout le monde pouvait être prédicateur dans la religion méthodiste avec la pratique wesleyenne. Donc, c'était à chacun son tour de faire les prédicats et c'était beaucoup plus libertaire, mais du côté du Vermont, on sentait le puritanisme monter du sud, là, du Massachusetts, du Connecticut. Ça étouffait un peu cette communauté-là. Eux s'étaient battus pour l'indépendance du Vermont en 1794. Ils avaient perdu. Alors, ça leur donnait l'occasion de recommencer à quelque part et de vivre leur vie comme ça. La plupart s'étaient battus aussi pour l'indépendance américaine. Donc, c'était des anciens soldats. Ils l'avaient eu dur. Ça leur faisait pas peur de monter dans les terres du Nord pour aller défricher puis s'établir. Et c'est comme ça qu'à partir de ce moment-là, 1796, les gens sont venus s'établir ici à la Chute. Un peu avant, le seigneur Patrick Murray a rencontré un constructeur de moulins. C'était un évaluateur du potentiel hydraulique des rivières, un gars qui était habitué de construire des moulins du côté des États-Unis, de la Nouvelle-Angleterre, qui s'appelait Durand Roberts. Et à Durand Roberts, il avait concédé, avant même de vendre le lopin de terre à Jedediah Lane, un 200 acres superficiels sur le bord de la rivière du Nord, au nord de la rivière du Nord, juste à côté de la rivière Ouest, afin de construire des moulins. Alors, qui étaient-ils? Qui étaient ces gens qui sont venus? On les a ici dans le mille. Je vais vous nommer des noms. Durand Roberts, Jedediah Lane Jr., Hezekiah Clark, John Sullivan Hutchins, Dudley Stone, Benjamin Cutter, Orlando Powers, Phineas et Joshua Hutchins, deux frères, Isaac Thompson, Amos Matthew Parker, puis James Bouldray. Tous ces gens-là arrivaient du Vermont. Ils se sont tous venus s'établir ici à la Chute, en haut de la Grosse Chute, entre les années 1796 et 1800. De ce terrain qui était vierge, sauvage, est devenu l'ancêtre de notre petite communauté. Si j'ai à vous parler de Durand Roberts, originaire de Virginia, au Vermont, bon, fait son expertise en construisant des moulins. Lui, spécialiste à évaluer la force hydraulique. Et ça, c'est bien important à comprendre. Dans le système seigneurial, du côté d'Argenteuil, on n'a jamais voulu développer les moulins à vent parce que du vent, on n'en a pas régulier ici. C'est pas comme sur le bord du fleuve. Alors, on a dû s'organiser pour construire des moulins qui fonctionnent à la force hydraulique, donc avec le pouvoir de l'eau. On établit le moulin sur le bord de la rivière, on transfère ce pouvoir d'eau, souvent par forme de canalisation, vers l'intérieur du moulin, où là, ça fait tourner la grande roue. Et cette grande roue-là, par système d'engrenage, fait tourner soit la grande scie ou encore les meules pour moudre le grain. Hein? C'est aussi simple que ça. Alors, Durand Roberts était un expert en construction de moulins puis en évaluation des potentiels hydrauliques. Il avait été chargé par le seigneur Patrick Murray d'évaluer le potentiel de la petite rivière Rouge à Saint-André. On a construit un moulin à scie et un moulin à cardé sur la petite rivière Rouge. Le premier rapide du village de Saint-André. Et par la suite, il est monté vers la chute et c'est là qu'il a vu la grosse chute. Alors, il est allé voir Patrick Murray puis il a dit « Moi, je veux construire un moulin là, à cet endroit-là, à la chute. Il y a une place pour faire une colonie. On a de quoi accommoder les gens qui vont venir s'établir. » Durand Roberts avait de grandes intentions. Par contre, il n'est pas resté longtemps.
Il est reparti de la seigneurie d'Argenteuil autour de 1800-1801 après avoir échangé ses terres. Les premières terres qu'il avait reçues du seigneur Murray, il les a échangées à Hezekiah Clark. Hezekiah Clark, celui qu'on considère comme le premier colon à s'établir ici. Quand il est arrivé ici, Hezekiah, il a trouvé la petite cambuse que Duran Roberts avait construit sur sa terre. Et c'est dans cette petite cambuse-là qu'il s'est installé avant de construire sa grande maison. Duran Roberts, par la suite, s'est ramassé avec des terres du côté de la Rivière-Rouge, du côté de la baie de Carillon. Puis par la suite, il a décidé de tout redonner ça à son gendre, le capitaine Elon Lee, qui est devenu un personnage célèbre dans l'histoire de St. Andrews parce qu'il y avait un hôtel. Il appelait ça le Lee Hostelry, juste sur le bord du pont. Aujourd'hui, on se dirait à peu près à l'endroit où l'Église unie est construite, donc sur le côté ouest de la route du Lonceau qui s'en va vers Carillon. Et par la suite, Duran Roberts est reparti de son côté, puis il est allé finir ses jours du côté du Vermont. Ça m'amène à vous parler d'Hezekiah Clark, celui qu'on considère comme le fondateur de la ville de la Chute, du moins le premier arrivant à venir ici. Hezekiah Clark, toute une histoire derrière lui. Il est né en 1852. Il a été engagé dans l'armée américaine à l'âge de 22 ans. Il s'est battu pendant la guerre d'indépendance. Certains ont même dit que Hezekiah Clark faisait partie d'un détachement de George Washington à l'époque des grandes batailles de Boston puis de Brooklyn. Il aurait même fait partie d'un corps expéditionnaire, donc des gens qui étaient en première ligne dans ces batailles-là. Donc lui, il avait une vie militaire de construite. Il s'est marié à la fin de la guerre d'indépendance. Il a rencontré sa femme. Ils se sont mariés au Vermont, justement, à Jericho, Vermont. Et c'est là probablement qu'il a établi des contacts avec Jedediah Lane, avec Duran Roberts, et ensuite de ça, avec John Sullivan Hutchins et Peter McCarthy. Tous des noms de gens qui ont participé à la colonisation ici du territoire. Ils avaient probablement 2 ou 3 enfants quand ils sont partis de Jericho. Et là, je vous raconte un peu la manière dont ça se passait, le voyage. Ça pouvait durer variable entre 1 mois et 2 mois, tout dépendant à quel temps de l'année vous voyagiez. Souvent, ce qu'ils faisaient les colons, ils partaient en hiver parce qu'on pouvait transporter avec nous tous nos meubles. On partait pas avec un baluchon, on partait avec les meubles au complet, puis en marchant sur la neige, souvent on tirait grâce aux chevaux avec une sleigh, on embarquait les meubles dessus, puis on voyageait. Puis quand on regarde d'où ils partaient, eux, ils vivaient en bas sur le bord du lac Champlain, donc au sud de la frontière Canada-États-Unis dans le Vermont, et ils ont marché. Ils ont marché jusqu'à Montréal. Et ensuite de ça, de Montréal, ils ont probablement pris le bateau. Et en embarquant sur le bateau à Montréal, ils ont traversé les rapides de la Chine. Ensuite de ça, à Sainte-Anne-de-Bellevue, navigué sur le lac des Deux-Montagnes. Et on disait qu'on naviguait à cette époque-là sur les bateaux du Ram. On n'était plus à l'époque des canots. C'était des bateaux avec un tonnage d'à peu près de 2 à 4 tonnes, des bateaux à fond plat. L'eau du lac arrivait pratiquement à la hauteur du plancher du bateau. Il fallait pas qu'il y ait trop de vagues sur le lac des Deux-Montagnes parce que vous savez, le lac des Deux-Montagnes avec un vent d'ouest qui est dominant, des fois nous amène nous déferle des vagues de 2 à 3 pieds. Et là, on naviguait à travers le lac des Deux-Montagnes jusque sur la rivière des Outaouais et on arrivait à un moment donné à la rivière du Nord, on rentrait à l'intérieur des terres. Au moment où Clark est arrivé, il a probablement débarqué, lui, du côté de Carillon, puis il a monté la montagne de Carillon jusqu'en haut, puis il s'est ramassé dans la petite maison de Peter McArthur, où là, ils ont pris un repos, puis ils se sont équipés pour monter vers le nord. Et en montant vers le nord, ils ont pris le sentier amérindien, traversé la rivière du nord du côté de St. Andrews, et ensuite de ça, monté par le sentier amérindien, puis ils sont arrivés jusqu'en haut de la Grosse Chute. Un voyage qui a duré autour d'1 mois, 1 mois et demi, avec les enfants. Probablement que Mme Clark, Abigail Hutchins, était enceinte à ce moment-là. Alors, on est en 1796, on est au printemps, il débarque ici
arrive sur la terre que Durand Roberts lui a laissé, un 200 acres superficiel, ce qui n'est pas commun dans une seigneurie. Et là, Clark a probablement bûché avec ses mains pour amener du feu, faire le feu. Ils avaient un peu de quoi manger, de quoi se nourrir, mais il y avait la rivière qui était à côté, vous imaginez. Et dans cette rivière-là, probablement que dans le petit bassin là, qui est derrière le parc Baron, on pouvait y pêcher du saumon même, qui montait la grande chute. Qui se retrouvait dans ces bassins-là et probablement qu'on a aussi chassé pour pouvoir se nourrir ces premiers temps. Et là, l'été est arrivé, on a bûché la terre, on a vraiment fait tomber les arbres et ces arbres-là, on les a brûlés. On les a fait brûler pour ramasser la cendre parce que, bon, à la fin du 18e, début du 19e siècle, on gardait la cendre soit pour faire, évidemment, pour faire de la potasse. Et avec cette potasse-là, on faisait deux choses. On faisait du savon, puis on faisait aussi de la poudre à canon. Donc, c'était une manière en vendant cette potasse-là sur les marchés, de se ramasser de l'argent. Alors, les gens l'entreposaient, cette potasse-là. Alors, c'est probablement ce que Hezekiah Clark a fait dans ses premiers temps d'arrivée. Et là sont nés d'autres enfants. Certains ont dit qu'ils étaient arrivés ici avec 5 enfants. D'autres ont dit que c'était 3 enfants, mais au final, ils ont eu 8 enfants qu'ils ont élevés sur la terre, juste de l'autre côté du parc Baron. Clark, malheureusement, est mort noyé dans la rivière du Nord. Au printemps 1812, il avait transporté une partie de grains qu'il avait gardé de ses récoltes de l'automne au moulin seigneurial qui est installé sur le bord de la rivière du Nord, un peu en face de la cascade, sur le côté est de la rivière. Et là, le temps que le grain se faisait moudre par probablement le meunier qui était en charge à ce moment-là, qui s'appelait Isaac Thompson, Clark est allé pêcher. Il est allé titiller le poisson, comme on disait dans la rivière, puis en voulant pêcher le saumon, qui sait, peut-être qu'il a perdu pied, et il est tombé dans la grosse chute. Et Hezekiah Clark, notre premier arrivant, est probablement mort noyé à ce moment-là. On n'a pu retrouver trace de lui. C'est comme ça que ça s'est terminé, sa grande aventure. Pour Abigail Hutchins, elle, c'était pas fini. Elle s'est remariée. Bon, évidemment, elle avait la terre ici. Elle a rencontré Abiathar Waldron. Ils se sont mariés, ont eu une terre du côté du désert et elle a vécu longtemps ici à la chute. Ses enfants ont grandi ici. La plupart sont partis. Un des fils, le premier fils de Hezekiah Clark, Orange Clark, qui s'appelait, est allé s'établir du côté du Haut-Canada parce que c'était quelque chose de commun chez ces premiers arrivants-là de continuer à bouger. Souvent, ce qui arrivait avec les premiers arrivants, et c'est ce qui s'est peut-être passé avec Durand Roberts, après avoir bûché la terre, après avoir coupé ces arbres-là, les avoir transformés en potasse, et de changer de terre comme ça, il a probablement essayé de tenter sa chance dans d'autres contrées, puis continuer à faire cette entreprise-là de couper des arbres et faire de la potasse. C'est peut-être ce qui est arrivé à Durand Roberts. Qui sait, nos livres ne racontent pas toujours cette histoire-là. Un autre personnage célèbre qu'on a qui s'est établi ici en 1798, John Sullivan Hutchins, lui aussi originaire du Vermont, le frère de la femme de Hezekiah Clark. Lui est arrivé ici et on suivit pratiquement tout de suite après lui ses 2 frères, Joshua et Phineas Hutchins. Ils se sont installés juste dans la terre à l'est de Hezekiah Clark. Alors, tout le côté de la montagne McGibbon, là, puis jusqu'au chemin qui monte vers Dunani, étaient les terres de John Sullivan Hutchins et de ses frères. Alors, eux aussi ont cultivé la terre. John Sullivan est resté longtemps. Arrivé en 1798, on prend une partie de la terre de Clark et avec sa femme, ils avaient 1 ou 2 enfants quand ils sont arrivés ici, mais sa femme est décédée rapidement. Elle est probablement la première personne décédée ici sur le territoire de la chute. Elizabeth Baker, qu'elle s'appelait. Hutchins s'est remarié avec la sœur d'un de ses grands amis, la sœur de Benjamin Cutter, Catherine Cutter. Et là, ils ont eu 10 enfants, eux, ensemble. Alors, Hutchins était un commerçant aussi riche, on disait, quand même assez aisé, du moins
assez aisé pour tenir tête au Seigneur Johnson. Parce qu'à un moment donné, il est arrivé ce qui devait arriver. Hein? Johnson, en prenant la seigneurie entre ses mains, vous savez, tantôt, je vous ai parlé de Patrick Murray qui avait concédé certains de ses droits en tant que seigneur au censitaire, qui faisait en sorte que le censitaire n'était plus nécessairement un censitaire, mais plus un propriétaire de la terre. Johnson, lui, acceptait pas ça. Il était un seigneur plus traditionnaliste. Il dit, ça se passera pas comme ça chez nous. Comment ça se fait que des gens, dans le secteur de St. Andrews, du côté du coteau des êtres, eux payent leur sens, eux payent leur vente, eux payent leur lot et vente, là, les espèces de taxes de vente, taxes de bienvenue. Pourquoi eux autres paieraient, puis le monde de la chute, les Américains ne paieraient pas? Fait que là, il a décidé de les poursuivre en cours, jusqu'en cour de justice, bien évidemment à cour du banc du roi, qui était à Montréal à ce moment-là. Puis il est allé jusque devant le roi lui-même en personne. La bataille juridique de Sir John Johnson contre John Sullivan Hutchins a duré de 1812 à 1821. 8 ans et demi à passer en cours à tenir tête au Seigneur Johnson. Puis le Seigneur Johnson, c'était un gars qui avait de l'argent, là. Il était en moyen. Quand il a acheté la seigneurie, de toute façon, c'était lui qui était le bailleur de fonds de Patrick Murray. C'est lui qui y passait du cash par en arrière. Fait que quand il a repris la seigneurie, il en a mis de l'argent ici. Puis il avait les moyens de ses ambitions. Mais John Sullivan Hutchins, lui, on peut dire qu'il avait une tête de cochon pour tenir tête comme ça au Seigneur Johnson. Puis, au bout du compte, après multiples rebondissements, parce que du côté de la cour, des fois, il prenait pour le Seigneur. Mais finalement, ça s'est retrouvé que c'est John Sullivan Hutchins qui a gagné. Quand la Cour a décidé à un moment donné que les censitaires devaient payer les rétroactifs de tous ces taxes-là qui n'avaient pas été payées, ça montait à des montants là, faramineux. Hutchins a dit non, on va se battre jusqu'au bout. Puis en allant devant le roi d'Angleterre, devant la couronne britannique, il a réussi à gagner son point et à faire dire à Johnson que c'est l'acte de vente de Jedediah Lane qui a force de loi ici sur le territoire de la chute. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui pouvait mettre ça en cause. Toutes les terres de la chute étaient plus souscrites au régime seigneurial. Hey, c'est quelque chose pareil, ça. Parce que là, tu es dans une seigneurie et le seigneur n'a plus le droit de regard sur ta terre. Il n'est plus le propriétaire du fond de la terre. C'est toi qui deviens propriétaire. Un peu comme ça se passait dans le canton de Chatham juste à côté. Donc, c'est un peu le début, on peut dire, du déclin de l'empire seigneurial ici au Québec. Puis évidemment, en 1854, on l'a aboli, ce système-là. Dudley Stone. Dudley Stone était un constructeur de moulins. C'est lui qui a construit le premier moulin à l'endroit où il y avait le moulin McGibbon. Certains d'entre vous vont se rappeler de ça. Le petit pont McGibbon. On a le pont Baron ici à la chute. On pousse un petit peu vers l'ouest, on a le pont McGibbon. Juste à côté là, du Maxi, là, dans ces environs-là. Alors, c'était les terres de Dudley Stone. Dudley Stone est arrivé ici à la chute autour de 1796-98, a construit son moulin 1799 et en 1800, il a décidé de vendre ses parts à John Chesser, qui était un autre meunier. De Chesser, ça s'est ramassé entre les mains d'Isaac Thompson. Et c'est drôle parce que Dudley Stone est probablement la deuxième personne qui est enterrée dans le cimetière protestant de la chute. Il est décédé en 1805. Alors, d'où venait-il? On voit sur la carte un peu comment ce que c'est. Hein? On voit le grand lac Champlain qui descend sur le côté et on voit tout ce comté-là de Chittenden. Alors, ces Américains-là, hein, ils nous venaient du Vermont. Certains arrivaient du Connecticut, d'autres du Massachusetts. Hein, ils sont montés comme ça vers le nord. Et comme je vous disais tantôt, ils étaient méthodistes de confession. Alors, ça voulait dire que le culte se pratiquait de façon différente ici. Ça arrivait souvent que les gens, les premiers arrivants, débarquaient chez John Sullivan Hutchins, dans sa cuisine. Et là, on faisait la petite messe là, qui était les prédications d'usage et tout ça. Puis on échangeait. Puis chacun pratiquait son culte de cette façon-là. Puis, mettons,
que ces rassemblements-là pouvaient se passer 1 ou 2 fois par mois. Des fois, c'était aux 2 mois, tout dépendant de la température, tout dépendant du vent, tout dépendant qui était disponible. C'était une manière, autrement, autre pour prier le Seigneur qu'ils avaient. Ces gens-là du Vermont étaient plus libertins, je vous dirais, que les puritanistes ou que les anglicans ou encore que les catholiques, évidemment, parce que du côté de la religion catholique, on voulait garder un contrôle serré, un encadrement serré sur les censitaires. C'était une manière de les rendre obéissants, évidemment. Mais du côté des Américains, on avait une pratique du culte qui était beaucoup plus libre. Donc, pas d'église pour l'instant. On avait décidé d'un lieu pour enterrer les gens. Et celui-là était à l'endroit du vieux cimetière protestant de la Chute, là, en avant du chemin qui s'en va vers Dunaney. Où se sont-ils installés? Évidemment, on l'a vu, c'est le côté nord de la rivière du Nord pour commencer, et par la suite, tranquillement, on a établi le côté sud. Tous les terres du côté nord se sont colonisées en premier. Par la suite, on a poussé des rapides de la Grande Chute en allant jusqu'au camp Bourbonnière. Le chemin Argenteuil a été développé plus tard, autour de 1817. La porte d'entrée pour la ville de la Chute, du moins pour la petite colonie en haut de la Grosse Chute, c'était l'avenue Béthanie, en passant par le Coteau des Êtres. Une des activités des premiers arrivants, quand ils débarquaient sur leur nouvelle terre, évidemment, c'était de bûcher le bois, couper les arbres, dessoucher pour se ramasser quand même avec un certain petit lopin de terre qu'ils pouvaient cultiver là, pour subvenir aux besoins alimentaires de la famille. On était dans une économie très autarcique, on était responsable de notre survie, donc on s'occupait de se procurer les denrées et besoins de première nécessité. Ça faisait partie là, de notre engagement en tant que colon. Et aussi, dans l'aspect de la règle seigneuriale, on demandait aux colons d'établir la terre, c'est-à-dire de cultiver la terre. Mais ce bois-là, à quantité qu'il y avait, souvent sur certaines terres, il fallait faire quelque chose avec. Puis c'était pas toujours du bois qu'on pouvait construire des bâtiments ou encore shipper du côté de l'Angleterre pour construire des bateaux. On parlait du bois dur. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on brûlait le bois, puis on brûlait les souches. Il restait une cendre. De cette cendre-là, on avait la possibilité de fabriquer de la potasse avec. Quand les premiers arrivants sont installés ici, entre 1796 et 1810, le cours de la potasse était à son maximum. C'est-à-dire que pour une tonne de potasse, on avait 300 piastres. 300 piastres, ça représentait énormément d'argent. Quand on dit là, que le fond de terre du côté de Chatham, 200 acres de terrain, te coûtait les frais d'arpentage, qui était le salaire de l'arpenteur pour rétablir la terre, 2 piastres. Hey, ça te faisait 300 piastres la tonne. Donc, c'était payant pour les nouveaux arrivants de fabriquer de la potasse. Pour y arriver, la potasse, ça nous prenait un immense baril, soit un gros chaudron là, à fond quand même assez épais. Puis là, on faisait cuire la cendre dans une mixture. Cette mixture-là, avec de l'eau mélangée, se transformait en pâte. Et cette pâte-là, à force d'un durcissement, c'est un peu comme le sirop d'érable. Tu prends l'eau d'érable, puis pour arriver à transformer ça en sirop d'érable, là, ça prend énormément d'ébullition, tout un procédé, tu fais un réduit et tout ça. Puis quand le sirop d'érable il sèche, bien, ça devient cristallin, ça peut se cristalliser, puis ça devient dur. Bien, la potasse, c'était la même chose. La cendre devenait super dure, puis au bout du compte, on cassait cette cendre-là, puis on mettait ça dans un baril, puis on chipait ça du côté de Montréal, puis on avait 300 piastres la tonne. C'est quand même beaucoup d'argent. Alors, on peut imaginer là, que dans les premiers temps d'établissement ici à la Chute, ça devait être un feu là, à grand ciel ouvert. Là.
Partout, là, sur toutes les terres, tout le monde brûlait des arbres. Tout le monde transformait ça en potasse. Puis là, il y en avait un qui partait de la chute, hein, soit avec, souvent à pied, en tirant la slée, parce qu'il devait transporter ça plus l'hiver que l'été, ou encore ceux qui avaient du bétail ou un cheval, hein, ils pouvaient transporter ça avec leur chariot jusque du côté de Saint-André. Puis là, on embarquait ça sur le bateau. Puis du bateau, on s'en allait à Montréal, puis on vendait la potasse. Et cette potasse-là servait à deux choses principales. Une, à fabriquer du savon, et la deuxième, c'était ça aussi pour la poudre à canon. Parce qu'il faut se rappeler que dans cette période-là, on est en pleine guerre. En Europe, c'est la guerre. L'Angleterre est en guerre contre la France. Napoléon est en guerre contre tout le monde. Ensuite de ça, du côté des Amériques, l'Angleterre est en guerre contre les États-Unis. Puis il ne faut pas oublier qu'en 1812, il y a eu une tentative d'invasion des Américains du côté du Canada, puis qu'on a eu une guerre, nous autres, de 1812 à 1814, contre les États-Unis. Alors, on avait un besoin urgent de potasse. Alors, c'est ce que probablement faisaient les gens ici à la chute à ce moment-là. Par la suite, quand ces premiers arrivants-là se sont installés, on a construit les routes. Hein, ces routes-là qui nous ont menés de Saint-Andrews jusqu'à la chute. Et ensuite de ça, qui nous ont permis de traverser la rivière du Nord. Puis pour traverser la rivière du Nord, il fallait construire un pont. Hein? Le premier pont, il a probablement été construit juste ici à côté. Hein? C'était peut-être un pont de bio, puis on cherchait à traverser la rivière, mais ce secteur-ci, il n'y avait pas de barrage à l'époque, là. Et aujourd'hui, c'est quand même assez stable, là. Entre le barrage de Cascade et puis le parc Baron, on a un petit courant qui descend, là, mais c'est quand même assez stable. À l'époque, il n'y avait pas de barrage, c'était la grosse chute, donc tout l'eau était traînée vers la grosse chute. Alors que d'installer un pont ici, du côté du parc Baron, c'était un pont qui devait être temporaire, qui, à chaque hiver et à chaque printemps et à chaque crue, devait partir avec le flot des eaux. L'endroit le plus calme qu'on avait, c'était du côté du pont du Nané. Alors là, on a fait une traverse là pour permettre aux gens qui s'établissaient du côté nord de la rivière du Nord de pouvoir traverser autrement que par barge. Parce qu'autrement, ça se faisait par petite chaloupe ou par barge. La rue principale, c'est tranquillement développée à ces moments-là, mais on ne parle pas de la rue principale d'aujourd'hui. On avait un petit quartier du côté de la chute Mills, hein, la chute des Moulins, du côté de la grosse chute. Et ensuite de ça, on avait un petit quartier du côté de Lane's Corner. Lane's Corner qui est en plein en avant du chemin qui s'en va vers Dunanny. Là où on avait construit le premier pont, financé par John Sullivan Hutchins. Hein? Le gouvernement y avait remboursé les frais par la suite. Mais lui, il voulait absolument avoir accès à sa terre puis avoir accès à ce côté-ci de la rivière. Et on avait construit le petit cimetière. Puis la première église qui a été construite ici à la chute a été construite dans le cimetière. Hein? Cette église-là, l'église méthodiste, était construite dans le cimetière et là, on avait les pierres tombales qui étaient autour. Alors, dans ce côté-là, Lane's Corner qu'on appelait, Lane's Corner, c'était le petit village. Et là, à un moment donné, la chute Mills, Lane's Corner, on a tranquillement rempli les terres dans le milieu. Mais on n'avait pas un centre économique. Ah, le centre économique s'est développé beaucoup plus tard dans le siècle. Ça a pris quelque chose de vraiment gros puis quelque chose de vraiment bruyant hein, dans ce silence-là des premiers temps. Hein? L'arrivée du cheval de fer, le chemin de fer. Quand le train a débarqué à la chute en 1876, c'est là que la rue principale s'est développée. Alors, sur cette belle image-là, cette carte de 1885, je vous dis merci beaucoup de votre attention. Mon nom est Robert Simard. Je suis historien public d'Argenteuil.